Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous suivez Face à Face un nouveau numéro et nous commençons la semaine avec... Il s'appelle Papi Tamba. Papi Tamba que vous connaissez tous, il n'est plus à présenter. C'est un membre actif, alors très actif du FCC. Ancien communicateur de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, on va savoir un peu plus sur lui, sur les vérités au niveau de cette coalition FCC Cash, l'actualité. Et en tout, alors, toutes les questions seront posées et on va commencer par la question la plus difficile. D'abord, comment allez-vous, monsieur Papi Tamba? C'est la question la plus difficile. On commence d'abord par une question. Je ne suis pas ancien communicateur. Ah, vous êtes toujours communicateur? Mais bien entendu. Mais il n'y a plus de majorité présidentielle maintenant. Je suis communicant du FCC. Ah, ok. Comment vous vivez cette vie sans le pouvoir de décision aujourd'hui? Le pouvoir de décision, je ne pense pas qu'on l'a complètement perdu. Je ne pense pas. Ouais. Nous sommes en coalition et au-delà de la coalition, nous avons les pouvoirs régaliens que nous continuons toujours à garder, à conserver dans certaines institutions. Et vous connaissez les principes du pouvoir. Nous sommes dans un contexte où le pouvoir est réglementé, dans un cadre où l'esprit des lois de Montesquieu essaye d'être ou d'imposer la norme. C'est-à-dire quoi? Il y a un pouvoir qui peut être à côté, mais qui peut aussi être arrêté par un autre pouvoir. Et il y a un pouvoir tel que l'Assemblée nationale que nous maîtrisons, que nous contrôlons. Il y a aussi, dans le cas de notre Constitution, des pouvoirs que nous contrôlons dans le cas des gouverneurs de province. Nous avons 70% des ministres au gouvernement, mais nous n'avons plus la présidence. Comment vous vivez ça? Comment on les vit bien. On les vit bien parce que, avec les reculs, en ce qui me concerne personnellement, je pense que c'était une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'on était perçu et vu d'une certaine manière et d'un certain œil. Il aurait fallu expérimenter quelque chose de nouveau pour trouver un peu l'objectivité dans les jugements de la population. Alors aujourd'hui, ça vous fait quoi de voir que vous ne pouvez plus voyager comme avant, c'est-à-dire dans toute liberté, dans toute tranquillité comme c'était à l'époque? Aujourd'hui, vous devez présenter les documents comme tout citoyen et que si jamais il y a des faux documents, on vous le ravit, on vous interpelle au niveau des agences de sécurité par exemple. Comment vous vivez cette époque-là d'abord? Je crois qu'il y a une malinformation dans votre manière de présenter les choses. D'accord, allez-y. Corrigez. Il y a 3 cas de figure qui ont fait l'actualité. Il y a l'honorable Jeannette Kabila, il y a l'ancien AG de l'ANER, Kalev, et il y a notre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazan Shadai. Je crois que vous parlez bien de ces 3 cas. Bien évidemment. Ça fait quand même beaucoup, c'est des grandes têtes. Hein. Il n'y a pas de faux documents dans ces 3 exemples. Les gens doivent savoir que Madame ou l'honorable Jeannette Kabila est députée nationale. En tant que députée nationale, elle a le droit d'avoir un passeport diplomatique. Elle est présidente de la Chambre ou de la commission défense et sécurité au sein de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas un problème de faux papiers ou des passeports litigés qui lui a été opposé. Parlez-vous pareil pour les autres? Pour ce qui est l'administrateur général de l'ANER, en tant que chef de corps, ce que les gens doivent savoir, c'est que les chefs de corps, les ministres ou anciens chefs de corps et les ministres des Affaires étrangères, ils ont des passeports diplomatiques à vie. Donc il n'y avait pas un problème encore. Non, lui, ce n'est pas le problème de passeport, c'est le problème de l'ordre de mission. C'est là le problème. L'ordre de mission est il voyage comme conseiller politique de l'actuel premier ministre, ce qui a été... Ce qui lui a été opposé, j'apprends des choses ici, que c'était un problème de l'ordre de mission, oui. Mais j'ai suivi certaines déclarations ci et là. Je ne pense pas qu'on lui a posé un problème de l'ordre d'émission, parce que si c'était le cas, ça devient un habit de pouvoir. L'ordre d'émission était en bonne et due forme. On lui a reproché des choses un peu ridicules pour dire qu'il aurait un plan de déstabiliser le pays. C'est pourquoi c'est là qui devrait, entre guillemets, vérifier les choses en ce qui les concerne. C'était l'Agence nationale des renseignements et non pas des services classiques de justice dans notre pays. Il n'a jamais été entendu par la police, il n'a jamais été entendu par la justice. Mais par le service qu'il gérait lui-même. Il a œuvré pour mettre en place l'ANER, mais l'ANER l'a entendu pendant plus de 3 ou 4 heures.
je ne parle pas d'une audition, je parle de vérification de certaines choses par rapport à certaines allégations. Et c'est un dossier qu'il va faire, comme le disait le président Chirac, un pchit. Donc c'est vrai qu'il y a encore il y a de la malinformation dans tout cela. Et le dernier cas, c'est le cas du secrétaire Emmanuel Ramazan Chadari, qui n'a pas rejoint l'aéroport. On nous a présenté une vingtaine dames très mignonnes sur la photo, comme quoi c'est elle qui l'aurait interpellé à l'aéroport, ce qui a été un faux. Le secrétaire permanent de notre parti, premièrement, est époux d'une députée nationale. Député national, passeport diplomatique, son époux a droit d'avoir un passeport diplomatique. Deuxièmement, en tant qu'ancien député, il a aussi un passeport diplomatique par rapport à la dérogation qui lui a été faite par la présidente de l'Assemblée nationale. Toujours parlant de Ramazan Chadari, en tant que doyen d'université, il a un passeport de service. Au niveau de son protocole, il y avait une erreur. L'erreur, c'était quoi? Le protocole, lorsqu'il devait faire des formalités, a présenté un ancien passeport au lieu de présenter le passeport qui était en cours de validité. Ouais. Là, ce n'est pas un problème de changement de quoi que ce soit. C'est un problème de logique. Hier comme aujourd'hui. C'est logique que votre conseiller, votre protocole se trompe de votre qualité. Ce qui est logique, c'est que lorsque le protocole se trompe, qu'il puisse y avoir des services de l'État pour lui dire que monsieur, il y a défaut de qualité dans ce que vous nous présentez. Et la durée du temps est toujours la même. En fait, on ne sait pas combien de fois ce protocole s'est trompé. On ne sait jamais. Combien de fois elle s'est trompée? Non, le protocole ne s'est pas trompé parce que le secrétaire permanent n'a pas habitué. Depuis les élections, il n'a pas fait un seul voyage à l'étranger. Qui sait? Vous allez dire qui sait, mais interroger les services. On ne sort pas de l'aéroport ou on n'entre pas d'un aéroport dans un pays inaperçu. Pas le pays que vous avez géré pendant 18 ans où tout le monde pouvait entrer comme il voulait. Fonctionnaire de l'actuel conseil spécial chef de l'État en matière de sécurité. Ah, c'est vous qui le citez. Moi, je ne le cite pas, moi. En tout cas. C'est lui qui était là. Vous comprenez? Nous parlons de la DGM qui est là pour essayer de contrôler les entrées et les sorties. Et c'était François Béat, pendant des années, qui était là. Et il a fait un travail remarquable que son successeur aujourd'hui est en train de parachever ou de poursuivre. Donc, il ne faudrait pas à un certain moment que dans les jugements que nous observons au niveau de la société, il y a une certaine haine qui fait perdre des discernements à d'autres personnes. Est-ce que ce n'est pas une fausse excuse de fuir derrière la haine? C'est très facile de bandir ça. Non, si je l'ai dit, pourquoi? C'est parce qu'ils oublient qu'en épinglant l'ancien mode de fonctionnement de la DGM, c'est directement attaquer celui qui est actuellement conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. Mais ça n'enlève pas la vérité des faits, les faits restent les mêmes. Si les faits sont les mêmes, si les faits sont les mêmes, c'est que ces gens-là doivent seulement considérer que le président de la République a fait un mauvais casting. Ou alors, on lui a laissé les mauvaises personnes. On lui a laissé les mauvaises personnes. C'est le président de la République qui a choisi. Vous avez un passeport. C'est lui qui a choisi. On a vu les documents sur qui il est sur la toile. Papi Tamba, ambassadeur de la paix. Alors je me pose la question, c'est du faux ou du vrai? C'est du vrai. Ah, du vrai. Vous êtes ambassadeur de la paix? Je suis ambassadeur de la paix. Qui vous a nommé ambassadeur de la paix? Qui vous a désigné ambassadeur de la paix? Je peux vous le dire. Allez-y. Il suffit juste de lire les circulaires d'octroi des passeports diplomatiques. Les ministres des Affaires étrangères, s'ils estiment, comme le Premier ministre et le président de la République, que vous pouvez remplir un rôle qui peut profiter à l'État et que cela nécessite que vous puissiez avoir une certaine qualité, comme c'est le cas en ce qui me concerne, il est fait en toute indépendance. Je vais vous informer. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des passeports diplomatiques dans l'entourage de l'actuel président de la République qui n'ont pas de qualité directe de pouvoir les avoir, sauf la seule qualité, c'est qu'ils ont bénéficié de cette dérogation. Une dérogation qui est tout à fait normale. C'est ce qu'il faut savoir. Oui, mais ambassadeur de la paix. Je le suis. Oui, en quoi? En quoi? Oui. Ne serait-ce déjà pas. Ne serait-ce déjà par moi-même, déjà par ma nature. Quelle paix et vous par avez rapport... je ne suis pas là. Je vais poser la question. On reconnaît que vous n'êtes pas conflictuel, ça c'est vrai. Ou dans les émissions, ça c'est vrai que vous n'insultez personne. Et vous avez toujours eu, je crois, la politesse de parler. Oui, mais est-ce que ça suffit pour être ambassadeur de la paix? Non, ça ne suffit pas. Alors, j'ai des choses que j'ai faites qui ne relèvent pas du grand public.
Voilà. Oui, mais et puis alors Ça ne relève pas du pourquoi grand ne voulons public. pas ambassadeur de la paix en privé que de le faire en public? Parce que la fonction, vous allez l'assumer en public. Est-ce que ça vous donne la possibilité de voyager? On ne m'a pas nommé ambassadeur de la paix en privé. Oui. On m'a nommé ambassadeur de la paix tout court. C'est tout. Court. Il n'y a pas question de privé. Et pour de faits que le public ne connaisse pas. Non, ou c'est que pas le public ça. ne connaît C'est pas. vrai que le public ne connaît pas. Je dis que ça ne relève pas du grand public. C'est-à-dire quoi? Vous posez la question à Papi Tamba, qui ne veut pas devant vous commencer à étaler un certain nombre de choses pour ne pas se mettre seul en avant. Parce que tout ce Mais qu'on je sait... voudrais seulement que vous sachiez, c'est qu'il y a des solides raisons pour lesquelles on a fait que je puisse être nommé ambassadeur de la paix. C'est quand même curieux, il n'y a que vous, Thierry Sachez-le. que des gens qui ont travaillé dans le siège de Kabila. Non, peut-être nous sommes les plus médiatiques. Comme je vous ai dit aujourd'hui, il y a des gens qui ont des passeports diplomatiques aujourd'hui, mais qui n'ont pas été médiatisés. Au fond, par rapport à tous ceux-là qui ont pris les copies de ces passeports-là et qui ont essayé de répandre ça sur les réseaux sociaux, quel était le message? Le message, c'est seulement une façon de dire que nous n'aimons pas ces gens-là. Nous voulons soit qu'on puisse annuler leur passeport, ce qui ne sera pas le cas, ou nous voulons tout simplement que ces gens-là, comme les gens, comme certaines personnes pensaient qu'on veut les emmerder. Donc les fonds, c'est quoi? C'est seulement le mauvais cœur, c'est la haine. Mais je veux que vous sachiez, il n'y a pas que Papi Tamba et Thierry Moussenepo qui sont ambassadeurs de la paix dans ces pays. Il n'y a pas que Papi Tamba et Thierry Moussenepo qui ont des passeports diplomatiques. Et vous avez le passeport diplomatique en qualité d'ambassadeur de la paix? Vous avez posé la question, j'ai répondu. Voilà. Ok, et Thierry Moussenepo, la même chose? La même chose, puisque les deux passeports ont été exposés dans les réseaux sociaux. Oui, Ranson aussi la même chose? Ça, je ne sais pas. Ambassadeur de la paix. Mais comment vous êtes les confrères? Vous appartenez à une même fraternité des ambassadeurs de la paix. Comment ne pas connaître l'autre? Pas forcément. Les uns sont autoproclamés, d'autres sont... Non, il faut savoir une chose. Oui. Il y a l'UNESCO, il y a certaines institutions de l'ONU qui, eux aussi, ont leurs propres ambassadeurs de la paix. Nous, nous le sommes pour le compte de l'État congolais. Oui. Voilà. L'État congolais, on va le dire, qui n'a pas réussi à mettre la paix. Direct. Quelle période? À partir de 2001, jusqu'à peut-être encore 2002-2003. C'était encore vous au pouvoir, hein? C'était toujours la Kabylie, la famille Kabila, on va dire. Non, je voulais juste que vous sachiez. Oui. Vous allez parler de la famille Kabylie, mais il faut savoir une chose. C'est que les kabylistes arrivent au pouvoir le 17 mai 1997. Oui. 452 jours plus tard, c'est le 2 août 1998 ou 1998, le pays va plonger dans une rébellion que nous n'avons jamais connue auparavant. Que vous avez créée auparavant. On n'a pas créé cette rébellion. D'accord, ça sera long en tout cas. Les rebelles qui étaient là à cette époque et qui ont fait des aveux, et certains ont renoncé aux armes. Ils sont encore ici à Kinshasa. Il ne faut pas dire que nous l'avons créé. Nous avons remplacé des gens qui, pendant 32 ans au pouvoir, c'est-à-dire 11 760 jours, ils ont géré les pays comme ils ont pu les gérer. Ce sont les mêmes qui sont revenus pour créer la rébellion, et ils avaient comme argument qu'ils ont créé la rébellion parce que Laurent Désiré Kabila était dictateur. Allez-y comprendre quelque chose. Plus tard, lorsque nous prenons le pouvoir, je parle de l'actuel, de l'ancien président public Joseph Kabila, il accède au pouvoir au moment où, pendant qu'il prêtait serment, oui, il y avait des bombes qui explosaient dans d'autres coins de la République. Il ne prêtait serment dans un territoire où il n'avait que 47% de contrôle. Et je vous dis, quitter Kinshasa pour aller jusqu'à Goma, il fallait passer par Nairobi. Quitter Kinshasa pour aller à Guado, il fallait passer par la République centrafricaine. C'est ces situations-là, trouvées par Joseph Kabila. Ces situations-là vont se poursuivre avec plusieurs rébellions, des tristes mémoires que nous gardons encore aujourd'hui, avec Kunda Mutebus et compagnie, et les M23, où je vais lire les tristement célèbres M23. Les M23 a occupé plus de 700 km². Plus de 700 km². Les M23 boutés dehors et le pays, aujourd'hui, est redevenu un État comme il se devait être, c'est-à-dire quoi, avec le contrôle sur l'ensemble du territoire. Donc vous avez remis le pays comme vous l'avez trouvé. Après 6570 jours, on n'a pas 18 ans au pouvoir, vous remettez le pays comme vous l'avez laissé, comme vous l'avez trouvé. Aujourd'hui, je continue un peu mon enchaînement par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a plus de coins occupés dans notre pays. Aujourd'hui, il y a des foyers de tension où nous assistons qu'à des guerres asymétriques. Des guerres asymétriques sont des guerres que même des grands États n'ont pas réussi à combattre
d'un clin d'œil comme ça. Les États-Unis d'Amérique ont apporté leur soutien au Vietnam. Ils en ont fait plus de 30 ans, ils n'ont pas réussi à le faire. À ces jours, des guerres asymétriques, que nous appelons généralement maintenant le terrorisme, continuent à poser problème dans plusieurs États où il y a la présence même des armées des grandes nations. Si pour vous, ce qui a été fait sur les plans sécuritaires pour pacifier les pays, pour reconquérir notre territoire national, vous allez considérer cela comme étant un échec, libre à vous, parce que nous vivons à un moment où chacun porte les lunettes qu'il veut porter. Mais c'est les bilans qui clouent les débats. Mais ces bilans-là, ces bilans de 6 millions les de bilans-là morts, que je viens de des villages présenter, décimés. vous savez, il y a les rapports des organisations de l'Organisation des Nations Unies. Il y a des choses qui existent dans notre pays où on a pointé du doigt des gens qui étaient responsables de ça. Oui. Dans ces rapports, nullement, mettant en cause l'ONU, comme vous le voulez, libre à vous, mais dans ces rapports, nullement on a pointé du doigt les pouvoirs de la République démocratique. Mais on parlait des généraux, il y a des rapports qui ont parlé des généraux qui vendaient les armes, les trafics, et tout qui faisaient des trafics. Vous me parlez des généraux qui ont fait des trafics, ou vous me parlez des généraux, ou vous me parlez plutôt des armées qui ont envahi notre pays. Non mais... Qu'un général... Non, nous étions dans quel contexte? Ah oui. Le contexte était que nous étions en guerre et nous étions sous embargo. Quand vous êtes en guerre et que vous êtes sous embargo, ça veut dire quoi? Messieurs, on vient vous combattre, mais nous ne donnons pas l'occasion de vous défendre. Il faut utiliser une certaine subtilité pour pouvoir se défendre. C'est-à-dire quoi? Il faut utiliser les réseaux parallèles. Les réseaux parallèles d'achat ou de vente d'armes a généralement été réprimés et surtout pointés du doigt par ceux-là à qui les marchés échappent. C'est pourquoi certains rapports sont plus ou moins tendancieux. Ça, nous pouvons les comprendre. Et donc, tous les rapports qui vous ont accablé sont tendancieux. Bizarre, hein? Aucun rapport. Mais vous étiez en train de glorifier tous les rapports qui vous plaçaient au sommet, premier pays, ainsi de suite. Je tiens encore à préciser ici devant vous qu'aucun rapport n'a présenté l'armée congolaise ou l'État congolais comme tuant sa population. Alors non, mais là, les différents rapports, puisque-vous parlez de 6 millions de morts, laissez-moi un peu m'étendre. Attendez, je veux quand même vous poser des questions. Vous n'allez pas nous dire ça. Oui, vous n'allez pas nous dire ça parce qu'il y a un documentaire de Thierry Michel que vous connaissez bien, qui a fait un premier film que vous avez applaudi, les kabylistes. Vous avez applaudi ce film, Mobutu Roi d'Isaïr. C'était bien pour vous. Mais il a fait un autre livre, un autre documentaire, accablant finalement les FARDC, donnant au FARDC la culpabilité, je veux dire, de tuer des populations civiles. Vous avez lu collègue Brackman, mais ce n'est pas... Vous avez lu, je crois, Pierre Le Péan. Ils ont tous parlé de l'armée congolaise qui massacrait les populations. Je crois que là, vous êtes en train de faire un peu d'amalgame. Ah oui, c'est toujours comme ça, quand ça vous échappe, c'est de l'amalgame. Non, je ne m'échappe pas. Oui, vous posez la question par rapport à la population de l'Est qui a connu, entre guillemets, des tueries sauvages et outrancières. Non, pas entre guillemets, monsieur. Vous comprenez? Non, si je dis sauvage et outrancière, si je dis entre guillemets, c'est parce que je voulais sortir les mots génocide, mais qui n'a jamais été reconnu. Quand vous parlez de ça, Thierry Michel ne fait pas allusion à ça, ni les auteurs que vous avez avancés. Les auteurs que vous avez avancés accusaient à tort les FARDC, c'est-à-dire que dans des manifestations, accusaient les torts pour dire à tort les FARDC, en disant qu'il s'est ligué pour tuer la population en train de préserver un pouvoir. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pourquoi? Parce que les FARDC aujourd'hui, tant au niveau de la philosophie, au niveau de l'armée, et au niveau plutôt de l'armement, et au niveau des hommes, les FARDC n'ont pas changé. Ce sont les mêmes personnes. Oui, mais avec un autre commandement maintenant. Les présidents de la République, les présidents de la République à Bruxelles, c'est lui qui les déclare. Ce n'est pas moi. Aujourd'hui, c'est l'homme le mieux renseigné de la République. Il dit qu'à propos de nos FARDC, il y avait beaucoup d'intox et de mensonges. Oui, mais ce n'est pas l'évangile. C'est un politicien qui parle. Ça ne nous lie pas à nous, la République. Ce n'est pas un politicien, c'est un homme renseigné. Vous savez, les Congolais, nous avons un peu ces grands défauts. Il y a une fois, c'était lors du débat de l'élection présidentielle entre le président François Hollande et le président Sarkozy. On leur pose la question sur la situation de l'armée française au niveau du Mali. Le président François Hollande prend l'élégance de répondre aux journalistes en disant que si cette matière qui relève
de certains secrets d'État et qui relèvent aussi des services de sécurité, je n'ai pas de réponse à donner parce que je ne gère pas les dossiers. Il a reconnu et il a laissé la place au président Sarkozy qui sait lui pouvoir avoir une lecture exacte pour répondre. Hier, c'était Félix Tshisekedi, fils de l'opposant Étienne Tshisekedi, qui pouvait faire des déclarations comme il le voulait. Pourquoi vous dites fils de l'opposition? Pourquoi dites-vous fils? Mais pourquoi dites-vous fils? Pourquoi vous ne dites pas qu'il était opposant tout simplement? Est-ce que vous rappelez que Joseph Kabila est le fils de Laurent Désiré? Pourquoi je ne sais pas si mes termes, les termes que j'utilise portent la confusion. Oui, pourquoi vous dites fils? Si je dis... Ça ne serait pas suffisant de dire lui. Pourquoi vous ne parlez pas de votre père, mais lui, c'est de son père que vous parlez? J'ai dit ceci. Oui. Hier, oui. C'était Félix Tshisekedi, opposant et fils d'Étienne Tshisekedi. Pourquoi je cite Étienne Tshisekedi? Dans l'histoire de ce pays, il a laissé des traces comme étant un opposant historique. Alors, aujourd'hui, c'est les mêmes, mais qui a franchi les pas du Palais de la Nation, qui gèrent les dossiers, qui est au fait des dossiers. Et le contexte change. Hier, il était dans une démarche de conquérir les pouvoirs. Et vous savez, dans la politique, tout ce qui est bon à dire pour désacraliser ou pour essayer un peu de jeter les dévolus sur le pouvoir qui est en place quand vous êtes opposant, tout est permis, c'est de bonnes guerres, ainsi va la politique. Mais quand on gère les dossiers, là maintenant, vous êtes soumis à la réalité. Donc lorsqu'il fait cette déclaration-là, c'est maintenant la déclaration de l'homme le mieux renseigné de la République. Ni vous, Christian Bosengue, ni moi, personne ne reçoit sur sa table tous les jours les rapports de la sécurité. Personne. Donc quand il ouvre sa bouche et qu'il essaie de faire une déclaration dans ce sens-là, ne les bottez pas en touche comme la déclaration d'un simple politicien. C'est aujourd'hui une autre personne. Mais comme ça reste politique. C'est une autre personne. Les faits prouvent le contraire, M. Papi Tamba. Les faits, c'est-à-dire? Les faits, c'est-à-dire qu'après un an, nous n'arrivons toujours pas à mater la guerre, à mater ces groupes armés qui sont identifiés, qu'on connaît tous les origines, mais qu'on n'arrive toujours pas à mater. Là, le fait, c'est que la voiture amenant l'argent des militaires va finalement s'arrêter, on va l'arrêter en cours de chemin et on va partir avec l'argent. Tout le monde sait, tout le monde voit, mais personne n'en parle. C'est ça des faits. Mais je vais vous expliquer ceci. Ouais. Dans la guerre classique que nous avons menée contre les M23, qui ont occupé 700 km², nous les avons boutés dehors. Aujourd'hui, la RDC n'est pas en guerre contre un groupuscule, mais la RDC doit essayer de balayer sur son territoire des foyers de tension où il y a des forces, comme j'ai essayé d'appeler ça, qui nous imposent des guerres, une guerre asymétrique. Qu'on ne voyait pas à l'époque de Mobutu, mais qu'on a vu à l'époque de Kabila. Mais cela s'explique. D'abord, les ADF ont commencé sur Mobutu. C'est avoir une mauvaise lecture de l'histoire, si vous le dites. Vous savez, oui, l'Est de notre pays, l'Est, je parle bien de la partie Kivu, ainsi de suite, a toujours été le théâtre de beaucoup de choses depuis notre indépendance. Oui. Lorsque j'ai oublié son nom encore, ces révolutionnaires argentins, Che Guevara, lorsqu'il devait venir en Afrique et dans notre pays, il n'est pas venu par le Congo central qui est ma province, il est venu par l'Est. Pourquoi? L'Est a toujours caché certains mystères. Oui. Aujourd'hui, nous devons saluer la bravoure de nos RDC qui, hier, concentrés sur les M23. Les M23 appartiennent à l'histoire. Aujourd'hui, ils sont en train progressivement de nettoyer ces poches de résistance. Et c'est un travail qui s'est fait dans la continuité. Grâce au leadership, au nouveau leadership, vous voulez dire? Vous ne pouvez pas dire ça. Allez-y. Avant de dire ça, quand vous dites que grâce au nouveau leadership, il faut commencer par saluer. C'est lui qui a mis en place ces dispositifs. Non, mais c'est-à-dire quoi? Ok. Allez-y. Vous ne laisserez pas gober aux Congolais que les FARDC ne soient pas l'œuvre construite par Joseph Kabila. Nous savons tous quel a été ces FARDC. Oui, on sait tous aussi ce qu'il a fait. Nous savons que les FARDC ont bouté les M23 dehors. Nous savons que les FARDC ont fait. C'est tout ce que nous savons, pas autre chose. Oui. Pas par rapport à la manipulation. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, les FARDC sont en train de faire un travail remarquable. Et ils ont un commandant suprême qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui est le chef de l'État. Et nous devons saluer sa bravoure. Mais sa bravoure est à inscrire dans le sens de quoi? Dans le sens de la continuité de l'action publique. L'erreur en ce qui concerne les cheminements de ce que les FARDC est en train, les cheminements de ce que les FARDC sont en train de faire, l'erreur serait de créer une cassure entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Dans des États, il faut savoir plus ou moins organisés, il y a transmission même d'informations
et on maintient un cadre de collaboration pour les informations. Oui, ça, c'est important. On sait aujourd'hui que la démarche elle est différente. En tout cas, avec Kabila et Félix Tshisekedi, on sait qu'il y a une grande différence. Il n'y a pas de différence. De l'armée. Hein. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Il y a beaucoup de différences. Vous avez laissé 11 000 personnes, lui, il en a amené 21 000 personnes. Est-ce que vous avez été à Béni, M. Papi Tamba? Je vous dis ceci. Moi, j'étais à Béni récemment. Il n'y a pas 2 semaines, il n'y a pas 3 semaines. J'étais là, j'ai vu comment ça se passe. C'est très différent de ce qui était dans le temps. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Oui. Il y a une chose que vous devez comprendre. Je vous ai parlé des fonctionnements, je vais dire pas des victoires d'étape. Ouais. Dans notre pays, nous avons connu plusieurs foyers de tension qui progressivement ont été nettoyés. Le destin de la vie va faire qu'au moment où les caps vont être fixés, par exemple sur les ADF, que ce soit un autre président. Le président qui vient doit certainement apporter sa touche, mais la touche qu'il apporte, il apporte cette touche-là parce qu'il trouve des fondamentaux. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Dans des états plus ou moins sérieux, il y a une transmission d'informations, et je peux vous le dire, que les informations utilisées par l'actuel président de la République, vraisemblablement, ne peuvent être que par rapport à ce qu'il a trouvé de la part de son prédécesseur. Vraisemblablement. Et moi, je ne suis pas dans la logique de ceux-là qui voudraient créer une cassure, parce que je sais que c'est très dangereux. Une armée se construit au fil des temps. Très bien. Par la force des années. Alors aujourd'hui, parlons politique active. Félix Tshisekedi succède à Kabila, mais il trouve le pays dans quel état? Selon vous, quelle est votre lecture? Sinon, moi j'amènerai la mienne après, mais dites-moi d'abord, dans quel état Félix Tshisekedi trouve ce pays? Moi, ce que je vais considérer, c'est qu'il prend le pouvoir le 24 janvier et au mois de mars, il lance un programme ambitieux. C'est qu'il trouve un pays qui avait des moyens pour lancer son programme. Il ne pouvait pas trouver un pays sans moyens et lancer un programme ambitieux. On ne mobilise pas les moyens en 2 mois. Il n'est pas venu avec des millions de dollars à injecter au niveau de la Banque centrale. Le programme ambitieux de 100 jours qu'il a lancé, à juste titre, cela fait suite à quoi? Aux moyens trouvés. Combien? Ça fait l'actualité actuellement. Ça fait l'actualité avec des arrestations déjà qui commencent, avec certains dossiers. Je ne pense pas que je voudrais, moi, pendant que l'instruction est ouverte, par exemple, avec ces dossiers-là, si votre plateau commence à faire des analyses qui peuvent se retourner contre nous et contre votre émission. Voilà. Alors, mais la question, elle est fondamentale, Papi Tamba. Joseph Kabila Kabange, corrigez-moi si je me trompe, quitte le pays ne laissant aucune université qui figure parmi les 500 universités dans le monde et pas les 200 universités en Afrique. Aucune école n'est répertoriée parmi les meilleures d'Afrique, aucune route parmi les meilleures routes d'Afrique, aucun hôpital parmi les références d'Afrique. Alors je me pose la question, excusez-moi de le dire, l'arrogance du FCC ou la prétention de mieux cerner la chose publique du FCC, vous le trouvez où et vous le bougez dans quel gibecière? Alors, cher ami, portez des bonnes lunettes. D'accord, je vais enlever les miennes tout à l'heure. Voilà. Oui. En portant les bonnes lunettes, vous aurez peut-être un autre langage. D'accord, allez-y. Prenons un exemple qui est cité aujourd'hui en référence en termes de routes comme le Rwanda. Toutes ces années du président Kagame, il a construit à peine environ 1 800 000 km de route. J'ai dit 1800 km de route. Joseph Kabila en a construit plus de 3000 quelques. Vous savez c'est quoi la différence? La différence, c'est que le Rwanda, c'est un petit pays. Ok. Et que ce qui a été construit au Rwanda, Joseph Kabila a construit plus de kilomètres de route que Paul Kagame. Sauf que lui les a construits où? En République démocratique du Congo. À qui la faute? Ils sont tous 2 pays. Ils ont tous 2 pays. Je ne sais pas si vous faites semblant de... Non, il n'y a pas de semblant. Non, mais il n'y a pas de semblant. Les développements ne se comparent pas par la taille du pays. C'est par les ambitions de ceux qui gouvernent et les moyens qu'ils ont. Alors, vous n'allez pas dire ça. Attendez, cher ami. Et l'Amérique alors? Vous allez dire quoi? Et le Canada? Vous direz quoi? Ce pays, la Chine? Cher ami. Allez-y. Cher ami, je viens chez vous à la maison. Vous n'allez pas me dire que l'entretien que vous portez chez vous et l'entretien, les résultats qu'on peut obtenir par rapport à quelqu'un qui a une vaste concession et que les résultats obtenus chez vous peuvent être comparés avec ceux qui ont une vaste concession. Non, mais cette assertion... C'est-à-dire quoi? Parlez de Kingakati, regardez comment Kingakati est mieux structuré. Regardez les routes qu'il y a dans Kingakati. J'ai dit ceci, un petit pays. Je vais continuer. En termes de nombre de kilomètres de routes construites, Joseph Kabila, en peu de temps par rapport au Paul Kagame, il en a construit pratiquement les doubles.
C'est ce que vous devez retenir. Ouais. Deuxièmement, parlons maintenant de la qualité des routes. Il est établi clairement que les boulevards que nous avons aujourd'hui, Lumumba, comme aussi les boulevards que nous avons du 30 juin, en termes de taille et de matériaux de construction, que cela n'a pas de commune mesure par rapport à tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Ah, vous parlez de Essayez de voyager. C'est quel... C'est pas l'Afrique subsaharienne. Oui, mais essayez de voyager. En dehors de l'Afrique du Sud. Tamba? Mais vous me dites qu'en termes de qualité des routes, c'était votre question. Oui. Moi, je réponds à votre question. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Lorsque certaines personnes établissent des rapports en ce qui concerne la République démocratique du Congo, bientôt, le président Félix va commencer à en faire les frais. Dans leurs rapports, ils ont toujours un regard qui est un peu sombre de la République démocratique du Congo pour les raisons qui leur appartiennent. C'est-à-dire quoi? Prenons un exemple comme l'Angola. L'Angola a justifié sa pauvreté par la guerre. Pendant 25 ans, je dis bien pendant 25 ans, l'Angola n'a pas pu faire grand-chose parce qu'ils étaient en pleine guerre. Mais la guerre était cantonnée où? Pas à Luanda. C'était juste à un côté qui est frontalier avec nous, comme nous avec l'Est. Mais tout le monde justifiait la pauvreté de l'Angola pendant cette guerre. Vous faites la même chose. Il aurait fallu... Non, non, non. Si, ce que nous avons fait en étant en pleine guerre, l'Angola ne l'a pas fait. Mais personne ne l'a salué. Il faut savoir une chose. Lorsqu'il y a les feux à la maison, normalement, les principes voudraient qu'on éteigne d'abord les feux avant de pouvoir construire ou bâtir quelque chose. Même si c'est vous-même qui l'avez créé, en tout cas. C'est une forte, c'est une grave accusation. Non, pas du tout. Hein. Non, je ne sais pas si c'est une accusation ou bien c'est... Quel fait? Les faits sont clairs. Vous voulez que je vous donne d'autres faits, même si la première question, vous n'avez pas encore fini de répondre. Je suis très curieux. Non, le feu dans un pays, c'est de mettre les entreprises publiques en lambeaux. À l'état où on est aujourd'hui, l'ONATRA. Quel est le rapport? Non, ça dit, vous parlez du feu. Non, vous parlez du feu. J'ai dit, mais je ne sais pas les faits sur les plans sécuritaires, c'était ça votre question. Sur le plan sécuritaire, le feu, c'est encore vous. Vous êtes venu par la rébellion, vous avez mis le feu dans le pays. Et tout le monde veut prendre le même schéma que vous avez fait. Alors pourquoi ça vous gêne aujourd'hui? Je crois que c'est quand même grave ce que vous dites. Oh non, c'est pas possible. Tout est grave aujourd'hui. Toutes les questions sont graves. Si je dis que c'est grave. Vous n'êtes pas habitué à ce genre de questions, peut-être. C'est pas que je ne suis pas habitué à ce genre de questions, parce que je suis un homme de médias et des questions comme ça. Déjà, dans les réseaux sociaux, tous les jours aussi, nous les suivons. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'une révolution n'est pas une rébellion. Ça, c'est d'abord une première chose. Ah, c'est vous qui voyez. Hein. C'est pas ce que je vois. On appelle Kabila rebelle. Hein. Les concepts, mais par ceux qui portent des lunettes qu'ils achètent, je ne sais pas où. Mais c'est pas possible. Mais moi, je vous dis ceci. Vous avez la prétention d'avoir toutes les belles lunettes du monde. Je n'ai pas la prétention. Pas possible. Je n'ai pas la prétention. Vous n'êtes pas une chapelle, vous n'êtes. Mais j'essaie seulement de vous dire qu'une révolution n'est pas une rébellion. D'accord. Ça, c'est d'abord une chose qu'il faut savoir. C'est aussi une rébellion n'est pas une révolution en tout cas. Une rébellion n'est pas une révolution. Oui, voilà. Exactement comme vous l'avez dit. D'accord. On parle des universités. Donc, il ne faut pas parler de ça. Alors, revenons. On revient maintenant. Je vous ai parlé d'abord au niveau de quoi? Au niveau des routes. Des routes. Maintenant, je vais vous parler au niveau maintenant de l'instruction dans notre pays. Les problèmes qui se posent dans notre pays, au niveau de la qualité de l'enseignement. Vous comprenez? Au niveau de la qualité de l'enseignement, il ne faut pas comprendre ça seulement sur le plan des infrastructures. Il faut le comprendre aussi au niveau de l'explosion démographique que nous connaissons dans notre pays. Et que tout plan qui doit repenser les systèmes éducatifs dans notre pays ne peut s'étendre que dans la durée. À travers quoi? À travers des projets qui vont être des projets très volontaristes, mais à inscrire au niveau de quoi? Dans la durée. Vous avez été étudiant à votre époque, vous êtes encore jeune, nous tous nous avons été étudiants. Vous savez que vous ne franchissez pas les pas des premiers graduats de la même manière. Vous n'avez pas franchi cela de la même manière que les gens les franchissent aujourd'hui. Où vous voyez par exemple des gens qui manquent même de places pour s'asseoir. Peut-être à votre époque, je ne sais pas comment. Si, il y a un moment, en tout cas, ce n'était pas le cas. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu maintenant de bâtir, de repenser tous les systèmes. Ouais. Pour repenser tous les systèmes, des projets très volontaristes ont été engagés. Il faut commencer par engager, par exemple, la politique de réflexion de ce qui existe déjà. Pendant qu'on est en train de penser la politique de la construction de nouvelles universités. Pendant que nous devons revoir la condition de travail des professeurs. Ça va se faire sous Fachi ou ça se faisait sous Kabila? Moi, je comprends l'État. L'État, moi, je le comprends dans le sens de la continuité. Non, moi, je parle des deux administrations, en tout cas.
Il n'y a pas des administrations dans Il y en a l'État. deux administrations. Non pas la continuité dans l'État. Oui, c'est un autre principe qui ne C'est pas un autre principe. qui ne contredit pas Non. le principe d'administration. On dit administration Trump, Écoutez-moi, cher administration ami. Bush, administration Obama, mais c'est le même État américain. Cher ami, Oui. je vais vous dire que ceci. Allez-y. Vous ne venez pas construire quelque chose si vous n'avez pas trouvé quelque chose, c'est quoi il fallait construire. C'est comme aujourd'hui, parlons seulement des sauts de moutons, encore que c'est un projet qu'on a trouvé. Il n'y a pas possibilité de mettre les sauts de nouveau, des moutons par exemple sur les boulevards, si le boulevard n'est pas construit. Il fallait commencer par construire les boulevards et prévoir les sauts de moutons. Je ne fais pas votre question. Oui, j'essaie de vous expliquer. Quelle est l'université de qualité que Kabila a laissé au pays? J'essaie de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer les principes de la continuité de quoi? De l'État. Maintenant, vous parlez de l'université de qualité. En tout cas, ne portez pas ombrage à nos étudiants, par exemple, de l'IPC, de l'INEKIN et de tous les restes. Je peux vous le dire qu'il y a des vaillants étudiants dans ces différentes universités qui, une fois sortis de notre pays, défendent les couleurs de notre pays. Vous avez lu le rapport Shanghai? Avez-vous lu le rapport Shanghai? Rapport international, en tout cas. Vous pensez, c'est ce que j'essaie de vous dire, vous pensez que je peux être impressionné par des rapports de ceux-là qui ont leurs propres tendances et leurs propres politiques par rapport à la lecture de notre pays? Alors, toutes les apparences sont contre vous, en fait. On a connu des rapports Mon Ibrahim. On a connu, lorsque nous voyons quelqu'un comme Mon Ibrahim, qui a élaboré plusieurs rapports, et plus tard, dans l'histoire de notre pays, lorsque nous entrons dans le contexte des élections, il n'a même plus caché ses face à face pour prendre une appartenance à des groupes qui étaient identifiés comme Revenez à ma question, je parle de donc c'est ça, je suis en train... C'est de ça que je parle. Mais je vous dis ceci, je ne suis pas impressionné par ce genre de rapports. Moi, je vous parle de nos vaillants étudiants, vous-même. Mais c'est Christian Bossing. Vous êtes en train de faire l'émission avec moi. Vous n'avez pas fait vos études en Europe. Non, pas du tout. Mais vous êtes un vaillant. Non, vous êtes un ancien de l'université de Kinshasa. Si. Vous ne devez pas essayer d'essayer la branche sur laquelle vous êtes assis ou bien la branche qui vous a fait porter pour que vous soyez ce que vous êtes. Et des étudiants comme vous, qui peuvent valablement représenter notre pays à l'intérieur comme à l'extérieur, des anciens étudiants, il y en a beaucoup. Oui, on n'a pas eu de bourse, on n'a jamais eu des universités, des bibliothèques chez nous, on a vécu dans des conditions difficiles, on a fait des travaux nous-mêmes. C'était des efforts personnels. N'empêche, mais c'est Christian, que cette université vous a formé et aujourd'hui vous êtes un bon produit au niveau de la société. Merci si vous le Donc rien que vous-même, vous êtes déjà une contradiction de ces différents rapports. Non, mais on parle il faut comprendre le contexte. On parle des structures. La structure forme des individus. Oui. Une université, on la qualifie en fonction des produits qui sortent de cette université. Alors, il ne faut pas me parler des structures, ainsi de suite. Alors, vous parlez... Allez-y, parce je vous écoute. On va évoluer. L'enseignement que vous n'avez pas... Il y avait un article, je ne sais pas si vous le connaissez encore, ou peut-être vous l'avez oublié, ou alors on vous rappelle ça aujourd'hui, l'article 43 de la Constitution, si je ne me trompe pas, qui consacre la gratuité de l'enseignement. Je vais me tromper sur l'article. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes le père de cette gratuité. Expliquez-nous un peu cette question. C'est très simple. Hein? Oui, allez-y. Vous êtes journaliste, interrogé déjà les rapports de l'UNESCO depuis 2014. Oui, qui disait? Mais qui avait consacré déjà les principes où on avait remarqué l'effectivité du débit de quoi? De la politique de la gratuité de l'enseignement. Vous savez, pour parler de la gratuité de l'enseignement des bases, il faut premièrement un cadre légal, et ça vous avez parlé de la Constitution, vous avez raison. Deuxièmement maintenant, il faut mettre en place tout un processus et tout un programme. Ça a pris 18 ans. Pour essayer de parachever. 10 ça ans n'a pas pris 18 ans. Oui, 10 ans on va dire. Ça n'a pas pris 18 ans. Je vous dis que les principes de la gratuité étaient lancés en 2012. Oui. L'effectivité a commencé en 2014. Et aujourd'hui, tous les candidats, tous, sans exception, même Seti Kikouni, tous les candidats à l'élection présidentielle, ils avaient, dans leur programme, dit qu'ils vont maintenant consacrer la gratuité. Vous savez pourquoi tous les candidats l'ont dit? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont... Non, c'est parce qu'ils savaient que les fondamentaux étaient là. La preuve, on lance la gratuité pour la première fois au mois de septembre 2019. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas avec des moyens mobilisés, mais c'est avec des moyens trouvés. Pour que lancer cela avec des moyens trouvés, c'est qu'il doit y avoir une ligne budgétaire qui est dessinée. Nous ne devons pas désorienter la population. Aujourd'hui, le mérite il revient au président de la République, quoique ça pose encore des problèmes, mais sachez-le, que ça aurait été Martin Fayol ou Seth Kikoun ou n'importe qui plutôt, il aurait trouvé les fondamentaux. Mais vous avez trouvé les fondements. Vous avez créé les fondements. Non, ça aurait été Chadari, c'est ce que je vous dis. Mais Chadari n'a jamais parlé de la gratuité de l'enseignement. Non, ne dites pas ça. Ouais, dites-moi alors. Attendez.
J'ai fait le tour du pays avec lui pendant la campagne. Ouais. Si vous dites ça, vous mentez. Oui, il a dit soit, oui. Non, il le disait clairement. Que les fondamentaux sont là et que si je suis au pouvoir, hein, il y aura gratuit l'enseignement. Mais ça, c'est tout le monde qui a parlé. Tout le monde. Mais c'est ça, je le pouvais parler de ça. Mais c'est dans la pratique qu'on pouvait voir le problème aujourd'hui. C'est fait sur base de ce qu'ils ont trouvé. Le président de la République, en 2019, monsieur qui, ne pouvait pas créer les conditions de la gratuité. En 2019, lorsqu'on arrive au pouvoir, pour mobiliser les moyens, il faut attendre les résultats en 2020-2021. Pour qu'il crée les conditions de la gratuité, ça veut dire qu'il doit les trouver. C'est quand même simple à comprendre. Non, il n'y a pas de simplicité. C'est pourquoi moi je vous dis, oui. C'est simple à comprendre. Non, tout est difficile là. La logique. Quelles sont les provinces qui ont expérimenté la logique de l'enseignement? Par exemple, du Katanga, la province je suis en train de vous dire ceci. L'ancien président. Je suis en train de vous dire ceci. Si vous ne le savez pas, pour consacrer un principe tel que la gratuité, il faut commencer par revoir la ligne budgétaire au niveau du budget. Il faut revoir au niveau des recettes que vous recevez, quelle est la quotité qui doit être versée à l'enseignement. Et tout cela, ce n'est pas un travail qu'on peut faire du jour au lendemain. Sortez de cette logique. Vous êtes un bon produit. Vous êtes un bon produit sorti de l'université de Kinshasa. Je peux vous le dire que vous pouvez faire le journalisme autrement. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez faire le journalisme en prenant des bons renseignements pour ne pas seulement balancer l'intorse devant les gens. Oui, surtout les intorses comme vous amenez. Il faut nous allons voir le terrain. Je vais sur le terrain. Non, on ne fait pas comme on l'amène. Je vous dis ceci. Oui. Vous avez la gentillesse de me donner un verre d'eau. Oui. Mais c'est quand même important de savoir qu'il faut des molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène pour avoir de l'eau. Oui. C'est-à-dire, votre travail de journaliste devait se consacrer à quoi? Il y a la gratuité aujourd'hui. Mais pour que la gratuité soit loi, les moyens, le président Faty les a mobilisés, la réponse est non. Les conditions de la gratuité ont été créées par le président Faty, la réponse est comment? Non. Et ce n'est pas manquer de respect au président public de le dire. Et ça, c'est le travail que vous pouvez faire les journalistes. Non, le travail. Mais dire maintenant que le président Faty vient pour parachever ce qu'il a trouvé, la réponse est oui. Mais la réponse est non. Encore, ça pose... Non, aujourd'hui, j'ai dit. La réponse est oui. C'est-à-dire quoi? On aurait pris le président de la République, Faty, candidat en 2006 et élu président de la République en 2006, il ne pouvait pas oser parler de la gratuité dans ces temps-là. Il aurait fallu qu'un travail se fasse pour qu'aujourd'hui qu'on puisse les parachever et que la chance puisse être de son côté, tant mieux. Quelle chance? Mais non, si je dis la chance, c'est dire que ce soit lui qui arrive. L'accès à la santé, c'est aussi un parrain. La gratuité de l'école, c'est encore vous, les parrains? Moi, je suis en train de vous parler des faits rationnels. Des gens nous suivent. Et ceux qui nous suivent peuvent analyser ce que nous sommes en train de dire parce que ce sont des faits vérifiables. Et vous pouvez suivre l'évolution si vous voulez tout simplement porter les bonnes lunettes et vous arriverez à la même conclusion que moi. Sortez de cette logique des pensées que nous avons des hommes présidents, des hommes providence plutôt, qui, une fois arrivés au pouvoir, viennent avec une baguette magique. C'est ce que vous nous avez présenté. J'ai besoin... Non. Avec le président Kabila, on a construit les choses. On ne vient pas président de la République pour dire que dans 3 mois, je vais créer de l'argent. Ça n'existe pas. Dans 3 mois, je vais utiliser de l'argent que j'ai trouvé. Oui, ça existe. Dans 4 mois, je vais exécuter tel projet par rapport à ce que j'ai trouvé. Oui, ça existe. Est-ce que vous êtes en train de vous considérer comme des bons gestionnaires ou des gestionnaires exemplaires? Moi, je crois que si nous devons aujourd'hui parler du programme des 5 chantiers, parler du programme de la révolution de la modernité et parler du programme des 100 jours, les gens vont se faire leur propre lecture. Ça, c'est le premier point. Moi, je ne suis pas là pour essayer d'orienter les gens. Vous n'allez pas j'ai dit, les gens vont se 100 faire... 100 jours, 5 chantiers. Les 5 chantiers, ce n'est pas des programmes de 100 jours. Les 5 chantiers, c'est une vision d'un président. J'ai dit ceci. Et heureusement, le Congo... Suivez-moi, excusez-moi. Allez-y. Je répète ma phrase. Oui. Par rapport à votre question. J'ai parlé des 5 chantiers, j'ai parlé de la révolution moderne et j'ai parlé du programme des 100 jours. Les Congolais me suivent, ils vont se faire leur propre lecture. C'est pour répondre à votre question de savoir si nous sommes bons ou mauvais gestionnaires. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que nous avons laissé, qui a donné les moyens de prétention et la politique du chef de l'État. Vous avez laissé quoi, M. Papy Tamba? Soyez clair. L'argent. Combien d'argent? Les projets. Mais combien d'argent vous avez laissé? On aimerait bien savoir combien d'argent vous avez laissé. Monsieur Christian. Oui. Malheureusement, au moment où je suis en train de répondre à votre question, je vous ai dit que dans certains dossiers, il y a une instruction judiciaire qui est ouverte. Oh là, il y a toujours vous connaissez les principes. Oui. Non, je ne dis ceci. Je ne voudrais pas qu'un jour... Vous êtes analyste ici. Non, on est analyste ici, mais on est respectueux de la loi. Il faut savoir une chose. Une émission télévisée ne couvre pas d'immunité les membres qui la composent. C'est l'erreur que nous commettons souvent.
Nous pensons que parce que nous sommes à la télévision, nous avons la permission de tout dire, même ce que la loi interdit. Dire que le Congo, Kabila a laissé 1 milliard de dollars, c'est en fait quelle loi? J'ai dit ceci, je n'en fais pas aucun je dis pas que je n'ai pas l'intention de le faire, ouais. J'ai dit ceci, que tout ce que je peux essayer de dire avec démonstration, aujourd'hui fait suite d'un dossier commun judiciaire. Très bien. Et je ne voudrais pas, non pas seulement être en difficulté par rapport à la loi, je n'aime pas ça, mais je ne voudrais pas aussi que votre émission soit en difficulté par rapport à la loi. Très bien. Alors, la justice donnera des réponses le moment venu. Je crois que la réponse, les Congolais comprennent déjà. Mais alors, on va terminer ce débat, mais il y a une question fondamentale. C'est sur ce prétendu désordre, je veux dire confusion, ou si vous voulez, petite guéguerre entre les membres du FCC et les membres de Cash, on va dire. Je vous donne 2-3 petits exemples. Nous voyons le ministre des Finances répondre, recadrer le directeur de cabinet du président, ce qu'on ne voyait pas dans le temps. Nous voyons un éternel ministre, bon, je le dis, un ministre de notre pays recadrer un autre ministre sur la voie publique. Nous voyons le ministre de la Justice faire des remontrances sévères au ministre de l'Intérieur. Nous voyons le Premier ministre prendre part, position même pour le ministre de la Justice. Est-ce que tout ce comportement, c'est un dictat politique du FCC? Est-ce que c'est la faiblesse de Cash? À qui ça profite cette confusion? Déjà, votre question en elle-même, elle est tendancieuse. Allez-y alors. Je crois que la première chose, la question devait être posée autrement. Lorsque les directeurs des cabinets présidents et publics tensent les ministres des Finances. Le ministre des Finances a-t-il droit de défendre son église, oui ou non? Cette formulation mais vous ignorez, excusez-moi, okay, vous ignorez l'action, mais vous vous contentez de la réaction. Voilà là où vous êtes un tout petit peu, hein? Je ne vais pas trop vous accuser, mais un tout petit peu subjectif. Allez-y, pas de problème. Et ce n'est pas indiqué, ce n'est pas bon lorsque vous faites le métier qui est le vôtre. Parce que les personnes que vous citez viennent en réaction. Donc, ils ne sont pas au premier four pour être dans l'action. Donc, c'est le directeur de cabinet qui a agi en premier. La question devait être pourquoi les cash provoquent continuellement les FCC. Et ça, je ne dirais pas bon, maintenant, non, là, vous direz la vérité. Ah, c'est pas possible. Maintenant, c'est la vérité quand c'est cash qui provoque. Non, je vous ai parlé d'un seul exemple et c'était le cas. Acceptez quand même que vous êtes subjectif là-dessus aussi. Je ne suis pas subjectif. Maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en train de vivre pour la première fois dans notre pays une coalition. Tout le monde comprend-il les enjeux de la coalition? Non. Qui ne le comprennent pas, qui le comprennent? J'ai dit tout le monde. Les comprend-il? Non. Je parle des déclarations des hommes politiques à gauche et à droite. Des fois, ça me fait un peu rire. Et il y a une partie de ces déclarations qui se trouve dans votre question. Vous avez dit qu'à l'époque, on n'a pas vécu ça. Quand nous sommes en coalition, chaque parti ne perd pas de vue qu'il a d'abord, et là d'abord une appartenance. La coalition voudrait dire quoi? Nous devons nous dépasser dans ce qui nous divise pour beaucoup plus exploiter ce qui nous unit. Et c'est de cette manière que nous pouvons comprendre ça. Mais lorsque vous pensez que la coalition voudrait dire s'oublier soi-même pour faire allégeance à l'autre camp malgré tout, malgré les provocations, malgré ça, ça c'est mal comprendre la coalition. Ça c'est important que cela soit relevé. Maintenant, moi personnellement, je soutiens la coalition FCC Cash. Mais beaucoup, moi, plus, personnellement, beaucoup plus le FCC. Je soutiens la coalition, je suis du FCC. Mais je soutiens cette coalition. D'abord parce qu'elle a permis à ce que nous puissions gagner la paix dans notre pays par une alternance pacifique. Deuxièmement, je suis persuadé que si nous comprenons les enjeux de la coalition, nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses dans notre pays derrière le président de la République. Mais il y a un problème. C'est maintenant le problème du sens d'ouverture des uns et de qui? Et des autres. Le président de la République est issu d'un parti politique qui s'appelle l'IDPS. Aujourd'hui, ils ont à la présidence de la République quelqu'un qui est de leur famille politique ou de leur parti politique. Même si, en tant que président de la République, il est au-dessus de tout le monde. Il devait se montrer le premier à être ouvert pour aider son action. Dans les déclarations, vous parlerez du FCC, ok, mais et maintenant l'INC. Dans les déclarations de la famille politique du président de la République, des hauts cadres de son parti politique, tensent même l'INC qui est leur partenaire avant les FCC. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé leur partenariat depuis un pays étranger quand ils ont formé les cash.
Vous suivez les déclarations des députés à gauche et des députés de gauche, vous suivez toutes les déclarations plutôt de gauche et à droite. Vous allez encore dire que c'est le FCC? Non, mais ça change rien. Bahati Lukwebo vous a tensé. Nous devons... on n'est pas en coalition avec Bahati. Bahati, c'est tout simplement quelqu'un qui a quitté les bateaux pour des raisons qui lui appartiennent. On lui souhaite bonne chance. Mais on n'est pas en coalition. Moi, je vous explique des gens avec qui nous sommes en coalition. C'est-à-dire aujourd'hui, les partis politiques qui posent problème à la coalition, c'est l'IDPS. C'est l'IDPS. Alors, quand vous dites ça, c'est être objectif. C'est pas être objectif. C'est l'IDPS qui tacle les FCC, c'est l'IDPS qui tacle l'INC. Donc ce n'est pas l'inverse. C'est l'enfant terrible de la coalition. Aujourd'hui, je dis bien, je tiens de le préciser, que c'est l'IDPS qui est le parti présidentiel. C'est l'IDPS qui devait être le premier exemple pour faire réussir quoi? La coalition en se montrant ouvert et tolérant. C'est-à-dire même quand vous dites que par exemple, quand vous attaquez le président Félix Tshisekedi, l'UDPS doit se taire. Quand vous dites que vous allez paralyser le pays, l'UDPS doit se taire. Non, quand l'UDPS vous demande de pouvoir j'aimerais bien savoir si vous vous entraînez à la nage, parce qu'on ne sait jamais demain qu'est-ce qui va arriver. Alors, est-ce que c'est parce que ça vous gêne que vous traitez l'UDPS d'enfants difficiles? D'abord, je vais commencer par les derniers points. Je vois qu'un des acquis de cette coalition, c'est d'avoir gagné la paix. Si vous avez un parti politique qui aujourd'hui remet cette paix-là en cause, pour se lancer à des provocations des bas étages, des provocations qu'on trouverait peut-être chez les enfants et la maternelle dans une cour de récréation, ça veut dire que ces partis-là ne comprennent même pas l'essence de cette alternance pacifique. Envoyer qui à la nage et pourquoi? Parce que vous pensez que la qualité de la nationalité congolaise et le droit de rester sur le sol congolais, c'est l'IDPS qui l'octroie aux gens? Ça vous a fait peur, je vois. Non. Si ça me faisait peur, je n'allais pas réagir comme ça. Vous pensez que je suis Papi Tamba congolais parce que c'est l'IDPS qui m'a donné cette qualité. Et si j'ai le droit de rester dans mon pays, c'est parce que c'est l'IDPS qui a les pouvoirs de faire et d'agir pour que je sois dans mon pays. Si ça arrive, vous allez partir par où? Par beach ou par il faut enlever cette hypothèse parce que ça n'arrivera pas. Vous nagerez pas, vous êtes sûr? Sauf si vous me donnez un autre pays. D'accord. Si vous me donnez un autre pays ou si l'IDPS veut donner un autre pays. Mais je crois que je suis congolais, comme tous les membres du FCC nous le sommes, nous les resterons et nous n'attendons pas la validation ou l'invalidation de l'IDPS. Pouvez-nous que vous êtes... La deuxième chose... Oui, allez-y. La deuxième chose par rapport à ce que vous êtes en train de dire, des déclarations, des provocations et des insultes. Vous ne les trouverez pas chez les membres du FCC, sauf en réaction. Ah, et ils réagissent toujours. Quoi. Et sauf en réaction. Donc quand le président dit que je vais déboulonner, tout ce qui vient après, c'est aussi de la réaction. Parce que c'est ça qu'on ne comprend pas. Moi, je répète, j'ai dit tout ce que le FCC peut faire comme déclaration, c'est en réaction. Sortez-moi tous les communiqués du FCC, les rares communiqués, où le FCC s'est exprimé à travers certaines prises de position, tout était sur le plan des réactions. Mais vous réagissez parfois même pour des choses qui ne valent pas la peine. Qui ne valent pas la peine? Oui, quand on dit que je veux déboulonner le système. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi est-ce que vous... Non, quand vous dites que vous déboulonnez le système, vous dites que ça va déranger. Il faut regarder les contextes et les propos qui étaient tenus, mais cet épisode-là appartient au passé. Oui, tout appartient au passé, mais non, même quand le président il faut pas me dire que c'est encore... dissoudre l'Assemblée nationale, vous sortez en réaction à la même chose. Alors finalement, on se pose la question. Mais... La réaction n'était pas du FCC. La réaction était institutionnelle. Non, mais attendez, c'est le PPRD, c'est Mme Mabunda. Mais non, mais j'ai dit en tant que président de l'Assemblée nationale, vous n'allez pas dire que quand le président a parlé, c'est l'IDPS qui a parlé. Non, mais Mme Mabunda... La réaction était institutionnelle. Mais monsieur... Ah donc vous dites que le propos de Mme Mabunda, c'est l'Assemblée nationale qui a demandé à Mme Mabunda de le dire. Elle gère l'Assemblée nationale. Même dans sa maison. Mon Dieu. Oui, mais c'est la déclaration qu'elle fait. Les présidents publics gèrent la présidence même à Londres. Non, mais ce n'est pas le problème. Oui, les présidents même à Londres. Et Mme Mabunda, elle gère l'Assemblée nationale. Oui, mais non. Seulement quand il a je vous envoie dans une histoire pour nous dire est-ce que tous les propos de Mme Mabunda engagent l'Assemblée nationale? C'est la question. J'ai dit ceci, elle gère cette institution. Ah, donc il y a une chose que vous devez savoir. J'ai dit la réaction était institutionnelle. Okay. Et moi, personnellement, je la comprends. Je la comprends pourquoi? Je reviens encore sur Montesquieu. Les pouvoirs arrêtent quoi? Les pouvoirs. En tout cas, cette logique-là n'est pas des Papi Tamba. Les députés, ils sont un corps de 500 personnes, mais qui peuvent rivaliser en termes de légitimité avec le président de la République. Le président de la République a la légitimité la plus étendue comme un homme seul,
500 personnes ont la légitimité nationale au même titre que les présidents de la République. Mais ils sont 500 contre 1. L'un est plus prestigieux parce qu'il est seul. Et le corps des 500 personnes, ils sont là, mais ils existent aussi. C'est pourquoi les mécanismes de collaboration des pouvoirs et de séparation des pouvoirs permettent même aux députés d'être dans l'action de la déchéance du président de la République. Donc, aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe au niveau des États-Unis d'Amérique jusqu'à ce que les discours d'un président de la République soient déchirés par la présidente des chambres des représentants. Donc, ce sont des mécanismes institutionnels normaux dans une démocratie. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des choses à encourager. Nous pouvons seulement éviter cela. Pour éviter cela, ne permettons pas des réactions à certaines actions. Ou alors, pourquoi ne pas... Comment vous réagiriez si Félix Tshisekedi refusait de tendre la main à Mme Mabunda? Sincèrement, comment vous allez réagir? Dans le contexte d'une démocratie, pour des raisons peut-être qu'il peut avancer ou pas, je trouverais que cela relèverait déjà de sa propre liberté. Vous êtes sûr que vous diriez ça? Mais attendez, moi je suis démocrate dans l'âme. Et j'ai eu la chance de vivre dans un pays où j'ai vu ce genre de choses. J'ai vécu plusieurs années en France. Et je sais qu'en France, où j'ai vécu la cohabitation avec le président Jospin et le président Chirac, j'ai vu des choses que je n'ai même pas encore vues chez nous ici. Certaines choses qui sont passées en France, dans le cadre de leur cohabitation, si cela se faisait ici, mais les gens allaient crier. Donc il faut comprendre la démocratie dans son essence et aussi essayer de le comprendre aussi et de comprendre la démocratie par rapport au contenu même que la démocratie offre. Très bien. On a terminé cette émission. Monsieur Papi Tamba, quelle chance accordez-vous au président de la République pour réussir son mandat? Je souhaite de tout vœu qu'il réussisse son mandat. Donc je lui accorderai 100% de chances parce que la réussite du président de la République sera aussi la réussite du FCC, étant en coalition. Comment vous réagirez si aujourd'hui une plainte émanant de la CPI est lancée contre Kabila? Permettez-moi de dire une chose à ce sujet. J'entends des raisonnements très ridicules, là où même un pasteur s'est érigé en avocat pénaliste de la CPI. Il faut savoir une chose. La CPI ne peut recevoir que la plainte selon 3 axes différents. C'est-à-dire quoi? Si la plainte ne vient pas des États membres, la plainte doit venir du Conseil de sécurité par une résolution qui a une validité de 1 an, renouvelable, ou la plainte peut venir du bureau du procureur. Pas par une association, pas par des avocats, comme quelqu'un dit qu'il y a 17 avocats. Un pasteur qui se liste dans des mensonges, qui dit 17 avocats, la CPI sont venus dans ce pays pour porter plainte contre... Vous avez certainement oublié le mécanisme du bureau de la procureure. Comment le bureau de la procureure... Non, le bureau du procureur, c'est ça que je suis en train de vous dire. Comment le procureur agit? Mais il agit comment? Il agit par des enquêtes préliminaires. Oui, alors il consulte qui? Mais non, ça, vous avez échappé, ça ne m'a pas échappé. Oui. Le bureau du procureur n'est pas là pour se consulter, c'est pour vérifier tout ce qu'on peut porter dans son bureau. Et, in fine, ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai suivi, c'est quelqu'un qui se dit avocat, qui a dit qu'il y a un mandat d'arrêt qui existerait à la présidence que le président de la République est tenté de bloquer depuis le mois de mars 2019 contre Joseph Kabila. C'est ridicule de dire cela. Comment vous réagirez si jamais ça arrive? Si cela arrivait, oui. Vous savez, la justice, qu'elle soit interne ou qu'elle soit internationale, peut aussi blanchir les gens. Il est important que si, par exemple, demain après demain, qu'il y a une plainte qui peut être engagée contre qui que ce soit, que nous puissions nous mobiliser pour montrer que la personne n'est pas coupable de rien. Alors terminons, M. Moukouna, le pasteur Moukouna, il vous fait peur aujourd'hui? Vous fait-il peur? Quand je parle de pasteur ces derniers temps, je suis en train de suivre un peu les histoires des réseaux sociaux, avec des Moïse Mbiye, avec l'autre là, c'est qui encore? Michel Bakenda, vous voulez parler? Il n'est pas pasteur, vous parlez de Moukouna? Non, il y a Moïse Mbiye, il y a... j'ai oublié les noms. Je ne connais pas beaucoup de pasteurs en tout cas. Ce matin encore, j'ai suivi un autre pasteur à Londres. Qui est arrêté pour... J'essaie de suivre un peu ces histoires de pasteurs. Et dans les lots, je vois aussi Moukouna. Ok. Moukouna, pourquoi Non, dans les lots des pasteurs, il n'est pas différent des autres pasteurs. Non, dans les lots, je vois, c'est-à-dire quoi, je suis en train de suivre une saga des pasteurs
mais avec un œil un peu très indifférent. Mais bizarrement, Moukouna, maintenant, vous taclez comme pas permis. Vous savez, vous me posez la question à moi, et ma réponse c'est quoi? C'est que mon œil est indifférent. Oui. Alors, je vous sais très intelligent, mais ne donnez pas des réponses à ma place. Non, juste une ma question. Réponse est claire, c'est que je suis en train d'assister à une saga des pasteurs. D'accord. Et dans les lots, il y a Moukouna, mais avec un œil indifférent. Merci beaucoup, Papi Tamba. Pensez-vous que la coalition va rester longtemps ou elle va être brisée dans peu de temps? C'est mon souhait. C'est le souhait. Vous allez quitter quand? En tout cas, c'est quitter la coalition. Avant 2022, peut-être? En tout cas, je n'ai pas réussi d'infos au niveau de ma plateforme hein, qui a une volonté de quitter la coalition. Vous faites la queue aussi à Kingakat quand vous allez? Vous aussi? Pourquoi vous appelez ça la queue? Oh mais attendez 2 secondes, c'est la queue quand même, non? Non, c'est pas une queue. Bon, ok, vous faites la queue, on l'a fait au supermarché. Ok, bon, vous faites quoi alors, la ligne? On répond aux normes de sécurité. Ah d'accord, et on va fouiller la première dame. Elle est si sécurisée comme ça? J'ai dit on répond aux normes de la sécurité. Maintenant, il ne faut pas parler de la distinguée, de l'ex-distinguée première dame. Non, non, je parle de la dame de l'Assemblée nationale, la première, on va dire. On va fouiller son sac aussi, c'est toujours... J'ai pas de la norme sécuritaire, et c'est partout. D'accord. Merci beaucoup, Papi Tamba. Je vous en prie. Vos impressions par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui? Je suis très content d'avoir été d'avoir été votre invité. Et j'ai juste une chose à vous dire. J'espère que vous n'allez pas couper cela. J'espère. Pas du tout. Ça passera intégralement. Intégralement, merci beaucoup. Il y a une chose qu'il faut juste retenir, c'est que Joseph Kabila, comme aussi l'ex-distinguée première dame, ce sont des citoyens qui ont des droits, qui ont aussi des devoirs. Porter atteinte régulièrement à leur personne pouvait un jour aussi leur donner droit d'être en justice. Donc il faut savoir qu'ils ont des droits, ils ont des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Un jour, s'ils étaient en justice, qu'on comprend tout simplement que ce sont des citoyens qui se sentent lésés. Ils sont dans leur coin, ils ne parlent de personne. Ils ne critiquent personne, mais à répétition, parmi vos invités, il y a des gens qui viennent ici, qui utilisent votre micro pour porter atteinte à leur intégrité, en oubliant même les efforts qu'ils ont entrepris pour notre pays. Ça, je permets si pas, un je jour, garantis. Bon, peut-être pas votre micro, peut-être dans les micros de certains de vos confrères, mais ils doivent savoir que aujourd'hui, ça donne la force à ces deux messieurs de porter plainte s'ils sentent qu'ils sont lésés, parce que personne ne peut plus les accuser de quoi que ce soit. Ce sont des citoyens. C'en est fini. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors ça, j'ai reçu M. Papi Tamba parce qu'il fallait quand même le faire. Les gens disaient que tu ne reçois jamais les gens du FCC, tu t'attaques au FCC, tout. Alors vous avez vu que j'ai reçu M. Papi Tamba et on a posé des questions. Donc n'importe quel membre du FCC, vous pouvez venir. Je n'ai pas d'ennemis au FCC, je n'ai pas d'ennemis au niveau des caches, je n'ai pas d'amis les uns et les autres. Quelqu'un disait, les journalistes n'ont pas d'amis. Les journalistes ont l'information comme moyen de poser des questions. Donc merci. En tout cas, je serai dispo de revenir. Oui, vous allez revenir à tout moment, ça serait important. Mais aussi, il faut dire qu'on va faire un bon tableau pour faire des choses bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.